Thank you, Luke. Merci, Luc. Je suis sûre que cela a été extrêmement intéressant pour plusieurs pays. Je me rends compte que lorsque j'ai fait la ronde d'introduction, je pensais qu'en raison du week-end qui commence jeudi après-midi en Afghanistan, qu'il n'allait pas pouvoir nous rejoindre. Mais ce n'est pas le cas, donc je vais donner l'occasion à nos collègues d'Afghanistan de se présenter. Tarzana. Merci Petra. Nous sommes ici au bureau pour l'Afghanistan et nous sommes entourés de partenaires. Nous avons nos collègues de la Banque mondiale à nos côtés, des associations professionnelles aussi. Vous m'entendez? Oui? Je suis responsable santé et nutrition ici en Afghanistan. Merci de nous rejoindre et merci aux autres collègues de Kaboul. Je sais qu'il est très tard pour vous et c'est jeudi en soirée. Bien, le monde entier est connecté maintenant. Et il sera intéressant de savoir quelles sont les questions, peut-être les expériences que vous souhaitez partager les uns avec les autres. Donc, je vais vous demander de prendre quelques minutes entre vous pour décider de 2 questions ou d'une expérience que vous souhaitez partager avec les autres pays, à propos de ce qui était présenté ou peut-être d'autres questions qui vous viennent à l'esprit. Je vous demande ensuite de m'envoyer ces questions par courrier électronique et ou aussi à Joy. Et vous voyez ici les 2 adresses. Et nous répondrons à vos questions dès que nous les recevrons. Donc, nous vous donnons 5 minutes pendant lesquelles, par l'entre vous, mettez au point les questions et envoyez-les nous par courriel. Merci. Reprendre. Il y a des questions tout à fait intéressantes qui ont été posées. D'abord, à propos du Nigeria. Donc, nous allons demander à nos collègues de parler de la question de cette fiche de notes, fiche de résultats, quel est le rapport entre les divers partenaires impliqués au niveau national lorsqu'il s'agit d'utiliser ces données, ces cartes de pointage. Peut-être que notre collègue de l'UNICEF pourrait faire une remarque. Et ensuite, il y a une question que je vais poser à Luc à propos de l'utilisation des organisations de la société civile pour pousser la mobilisation des ressources et le suivi des ressources. Ça, c'est une question qui nous vient de l'Ouganda. Et la question sur la fiche des résultats, cette carte de pointage, nous vient du Cameroun. Donc, je vais commencer par donner la parole à l'UNICEF, qui va nous parler donc de cette fiche de résultats. Merci pour cette question qui nous vient du Cameroun. Au nom de l'équipe ici qui se trouve dans la salle et de toute l'équipe qui travaille sur ce sujet, je vous dirais que tout ce travail de fiche de résultats est mené par le ministère de la Santé et auprès du département de la planification de la recherche et des statistiques. Donc c'est un département au niveau national, mais il y a également du travail des collaborateurs qui font le travail au niveau des divers États fédérés. Donc ça se fait au niveau du ministère de la Santé. Et puis deuxièmement, ce que nous faisons, c'est qu'il y a des exercices de renforcement des capacités, des mentors, etc. Donc le travail de renfort des capacités qui se fait pour tous les points focaux dans les États et au niveau national. Et une fois que les gens ont appris à préparer ces fiches de résultats, comment
trouver les informations, les données. À ce moment-là, le soutien est virtuel. Donc, il y a beaucoup de mails, il s'agit de comprendre ce qui se fait. Tout cela, se fait à distance. Donc, cela, c'est le travail qui a été fait au cours des 18 derniers mois pour que, au niveau des États, on puisse établir les propres fiches de résultats. Et puis, en fait, donc, tout ce qui est fiches de résultats, le travail se fait sur le terrain pour avoir le plus grand impact. Donc, au niveau national, les divers partenaires sont impliqués. Vous avez l'ONU, l'OMS, les autres collègues du secteur du développement. Par exemple, récemment, nous avons eu des réunions avec les gouverneurs et la fondation Gates a été impliquée dans tout ce travail de fiches de résultats. Donc, nous avons une idée commune, une compréhension commune pour la plateforme nationale en ce qui concerne la fiche de résultats. Mais comme dans tous les pays, vous avez des fiches de résultats qui suivent, vous en avez beaucoup qui suivent diverses choses. Ici, on se focalise sur tout ce qui est SRMNEA, N. Et le travail au niveau des États fédérés, c'est là où les partenaires se réunissent. Donc, quand vous avez un comité de l'État sur les soins primaires, etc., c'est à ce moment-là où la fiche de résultat est présentée. Ce n'est donc pas une fiche de résultat des partenaires, mais qui est utilisée pour suivre les progrès réalisés, utilisée par les ministères eux-mêmes. Et puis, il faut impliquer les comités sur la santé, etc. Donc, nous sommes à diverses étapes dans divers États. Certains États ont fait plus de progrès que l'autre, mais il y a des échanges qui sont riches en enseignements. Donc, j'espère avoir répondu à votre question, mais je serai prête à répondre davantage si vous le souhaitez. Merci, Sanana. Plutôt que de demander à Luc de réagir, je vais demander au docteur Jean-Louis de la République centrafricaine de prendre la parole parce qu'il voudrait partager son expérience en matière de données. Merci de nous avoir donné la parole pour partager l'expérience dans le cadre. Pardon, docteur, il faut parler, s'il vous plaît, parler très près du micro parce qu'on a du mal à vous entendre. Merci. Oui, je dis que je vous remercie la parole que vous nous donnez afin de partager l'expérience de la République centrafricaine en matière de données. Bon, je peux peut-être dire que c'est une coïncidence heureuse parce que les indicateurs du dossier d'investissement ont été validés avant la révision de la liste des indicateurs nationaux. Et lorsque nous sommes venus pour valider la liste des indicateurs nationaux, nous avons tenu compte de ces indicateurs pour que ces indicateurs soient déjà inclus, pris en compte dans la liste des indicateurs nationaux du système d'information sanitaire. Parce que le pays et le ministère de la Santé est en train de mener une réforme du système national d'information sanitaire allant vers un système unifié. Donc, ces données sont régulièrement et seront régulièrement validées au cours de la réunion du groupe de travail. Nous avons mis en place un groupe de travail technique qu'on appelle GTT SNIS qui se réunit une fois par mois pour valider d'abord ces données et le GFF va pouvoir puiser ces informations, ces données dans la base des données du système national d'information sanitaire. Aujourd'hui, nous sommes en train de tendre aussi vers la digitalisation de ces données à travers le DHS2. Voilà, en quelque sorte, l'expérience pour la Centrafrique que je voudrais partager avec vous. Je vous remercie. C'est une expérience très utile, savoir comment vous êtes dans ce processus et comment vous considérez la coordination
de ces indicateurs et des données, etc. Cela est très important. Nous avons reçu une remarque d'un collègue en Afghanistan qui disait qu'il est essentiel que ces données au global, aux divers niveaux soit importante. Mais la coordination est importante parce que sinon cela coûte très cher de faire toutes ces analyses et ces fiches de résultats et comment mettre en œuvre ces données. Donc, il faut réfléchir à cela, comme vous l'avez dit en RDC, en République centrafricaine. C'est très important. Je vous remercie. Je vais donner la parole à Luc maintenant, qui va nous parler du suivi des ressources. Est-ce qu'il y a des pays qui ont de l'expérience en ce qui concerne l'utilisation de la société civile pour soutenir la mobilisation des ressources en faisant le suivi des ressources? Et cette question vient de l'Ouganda et il y a une question qui vient de Sierra Leone. Quel est le soutien offert par le secrétariat pour permettre le suivi des ressources du GFF? Peut-être que vous pourriez expliquer quelles ressources nous suivons, au-delà des ressources qui viennent du fonds fiduciaire. Petra, and thank you for those who asked the question. So on the first example. Merci Petra, merci à ceux qui ont posé ces questions. En ce qui concerne le premier exemple, je vais parler du cas du Nigeria, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui voudront intervenir pendant ce webinaire. Au Nigeria, c'est plutôt un exemple de demande en la matière, c'est-à-dire la cartographie et le suivi systématique des ressources n'a pas encore ou commence à peine de commencer. La société civile se focalise sur l'exécution budgétaire, sur les finances publiques. La société civile veut obtenir toutes ces données pour utiliser ces réseaux afin de faire connaître davantage les besoins. Donc cela pour dire, et cela est le cas dans d'autres pays également, qu'il y a une grande demande dans la matière de suivi des ressources. Il y a d'autres pays qui font de la cartographie des ressources avant le GFF, et cela est vrai également du suivi des dépenses. D'une part, on peut faire la cartographie budgétaire, quelles sont les intentions d'investir, et puis le suivi des dépenses vous dit comment ces fonds sont utilisés. Et cette deuxième partie est beaucoup moins développée parmi les pays du GFF. C'est un peu plus difficile à faire, comme vous pouvez l'imaginer, mais il y a des pays qui commencent. Et les organisations de la société civile s'intéressent aussi bien à la cartographie des ressources pour voir quels sont les engagements et ils utilisent ces organisations utilisent leur réseau pour que les gens soient responsables en ce qui concerne leurs engagements, mais ils suivent également les dépenses. Mais peut-être que d'autres participants pourraient intervenir pour donner leur exemple. En ce qui concerne la question de la Sierra Leone, quel est le soutien offert par le secrétariat? Comme je l'ai dit, c'est un soutien de quelles ressources est-ce que l'on considère? Eh bien, les ressources nationales ainsi que les ressources alignées sur les priorités du dossier d'investissement. L'exemple du Nigeria tombe à propos dans ce cas-là. Le dossier d'investissement est un outil pour que le pays puisse prioriser, hiérarchiser ses plans. Et il s'agit de faire le suivi des ressources qui s'alignent sur la stratégie nationale, sur ce plan national du pays. Il ne s'agit pas seulement des ressources données par le fonds fiduciaire du GFF ou le projet de financement de la Banque mondiale auquel est lié le GFF.
Ce sont les ressources qui viennent du gouvernement, des bailleurs extérieurs, du secteur privé et des projets financés par la Banque mondiale, en outre des fonds fiduciaires. Pour ce qui est de la Banque mondiale, bon, c'est plus facile pour nous parce que nous connaissons les ressources et nous en connaissons l'utilisation. Mais c'est au niveau du rassemblement de toutes ces sources que nous offrons un appui. Comme j'ai dit, nous ne sommes pas les seuls dans ce partenariat. Certains pays donnent un appui. Par exemple, pour la cartographie, nous avons mis au point un outil qui existe dans le domaine public et que n'importe qui peut utiliser. Souvent aussi, nous offrons un consultant, tout au moins la première année, en sachant que les années suivantes, qu'ils ont intégré, ce sera un département du gouvernement qui se chargera de ces activités. Donc, c'est un outil qui existe. Nous ne disons pas simplement « allez-y, utilisez l'outil ». C'est un petit peu difficile. Donc, il y a quelqu'un, un conseiller, qui s'assied avec le responsable du pays, qui explique les catégories du dossier d'investissement, etc. Ça facilite les choses. Je peux peut-être compléter sur la base de l'expérience du Nigeria et de la Tanzanie. Au Libéria, je crois que je vous ai montré le transparent qui montre le suivi des diverses activités. Mais en plus de la cartographie, au Libéria, il y a aussi un exercice annuel de cartographie des ressources et d'ailleurs nous travaillons avec le ministère des Finances pour mettre au point un outil de suivi des ressources qui examine non seulement les engagements prévus pour l'avenir, mais également font le point des ressources et des engagements de l'année précédente. Donc, on fait un rapport sur ce qui était dépensé et sur ce qu'on propose pour l'avenir. En Tanzanie, où il y a également un exercice de cartographie qui vient de commencer, il le reliait clairement au compte de santé national, où on fait le suivi des dépenses. Donc là, les deux éléments sont connectés de façon plus étroite entre cartographie et dépenses et comptes nationaux. Ça fonctionne en Tanzanie, car ils font déjà un compte national sanitaire tous les ans. Donc en Tanzanie, ça existe déjà, donc c'est beaucoup plus facile pour eux. Notre prochain webinaire sera sur la cartographie des résultats et des ressources. Et nous veillerons à partager avec vous de bons exemples bien détaillés, car c'est un aspect très important. À propos de ce que disait Luc, eh bien, il s'agit vraiment de voir les ressources, non seulement de la Banque mondiale et du Fonds fiduciaire GFF, mais de tous les partenaires qui offrent un appui. Par exemple, en Indonésie, où on a mis au point le dossier de financement. Le financement. Dans ce financement, la Banque mondiale intervient pour une partie seulement. L'Indonésie demandait s'il faut faire un ajustement côté Banque mondiale. Eh bien, il est important de reconnaître que le financement de la BRD, le Fonds fiduciaire, n'est qu'un côté du dossier d'investissement qui est le programme national pour réduire l'absence de croissance des enfants. Donc, il appartient vraiment au gouvernement de modifier les programmes et le dossier d'investissement afin d'attirer peut-être des investissements plus importants. Si on voit les données, on se rend compte, là où il faut faire, par exemple, des modifications des priorités du dossier d'investissement. Ce fut le cas au Libéria, lorsqu'on a fait la revue à mi-parcours. On s'est rendu compte que ce qu'on faisait n'avait pas l'impact escompté.
Et donc maintenant, ils examinent les stratégies qui pourraient permettre d'atteindre les résultats attendus. Donc, c'est ce que veut dire prendre des mesures correctives sur la base des données pour veiller à se focaliser sur les priorités adéquates. Et on a posé aussi deux questions. J'ai demandé à la Sierra Leone d'intervenir. Madagascar demande quels sont les grands défis que connaissent d'autres pays lorsqu'ils font la transition entre la conception du dossier d'investissement et la mise en œuvre. Et la Guinée demande également quels sont les écueils à éviter. Le plus gros écueil, le plus gros défi que nous avons vu, c'est de maintenir l'élan, la dynamique et la plateforme de pays. Lorsqu'on conçoit un dossier d'investissement, plusieurs acteurs sont impliqués. Mais lorsqu'on passe à la phase de mise en œuvre, il faut impliquer d'autres acteurs. Je sais que la Sierra Leone vient de faire une réflexion sur la démarche. Je vais demander à Stanley Victor, un collègue de la Sierra Leone, de faire un commentaire. Mais auparavant, Luc voulait ajouter quelques mots. Répétez simplement ce que nous avons déjà dit. Plusieurs pays n'ont pas pensé immédiatement à confectionner un plan de mise en œuvre. Ils avaient un bon cadre de résultats, une priorisation, mais pour pouvoir passer à la phase de mise en œuvre, il faut un plan d'opérationnalisation pour voir tous les éléments connectés. Et il faut offrir quelque chose de plus concret à la plateforme. Donc, c'est ce que je disais, il y a une période d'1 an ou 2 qui s'écoule et il faut vraiment étoffer le dossier et veiller à ce qu'il y ait un plan de mise en œuvre et donc faire le suivi, de la cartographie d'activités. Veiller aussi à ce que les personnes adéquates soient chargées de la mise en œuvre. Et demander à nos collègues de la Sierra Leone de partager leur expérience avec nous. Oui, merci. Comme vous le savez, les OSC, sociétés civiles, ont contribué le développement de cette stratégie. À l'heure actuelle, le gouvernement est en train d'examiner la stratégie et il y aura occasion également de recourir à d'autres acteurs. Nous voulons parvenir à ce que la plateforme de pays soit tout à fait fonctionnelle. Nous avons également pensé à la communication, une stratégie de communication alignée avec la stratégie générale du programme. Donc la société civile, eh bien, nous avons été totalement impliqués. Et voilà donc ce qui s'est passé ici, Sierra Leone. Et on a pu faire le suivi des progrès qui avaient été réalisés. Merci. Pour ma part, la plateforme budgétaire, la mise en œuvre de la plateforme de pays, eh bien, le pays a compris clairement qui doit intervenir, être présent sur la plateforme de pays. Il était important que la société civile soit présente, mais aussi le secteur privé.
Nous avons donc identifié les acteurs possibles, secteur privé, et qui participent aux discussions que nous avons à l'heure actuelle. Mais il faut aussi que le pays comprenne que la stratégie est un investissement qui doit définir ce qui est nécessaire de faire. Et il faut également tirer les leçons. Et le ministère, les partenaires, la Banque mondiale, le GFF, examinent la façon d'offrir un financement pour la confection de ce dossier d'investissement. On lancera très bientôt une initiative au niveau district et nous devons mettre au point un cadre de travail de mise en œuvre qui sera aligné sur le dossier d'investissement. Nous pensons que pour la fin mai, tout cela aura été complété. Lors des discussions, on a constaté qu'il était nécessaire de mettre en place des réunions de coordination. Donc, le ministère a décidé d'introduire tout cela dans la plateforme SRMNEA et a impliqué secteur d'éducation, agricole, électricité, etc. pour mieux évaluer l'impact des programmes. Donc, le SMCNEA plus la plateforme de pays permettra de rassembler les personnes qui interviennent dans le processus décisionnel. Merci Victor, je sais que c'est très utile. Le docteur Kenney n'a pas pu vous rejoindre, autrement je suis sûr qu'il aura ajouté quelques mots, puisqu'il a toujours défendu et guidé, piloté le processus. On a posé plusieurs questions à propos du secteur privé. Luc, comment optimaliser la contribution du secteur privé? Peut-être, Luc, vous pourrez parler, peut-être s'il y a un pays en ligne qui souhaiterait en parler, envoyez-nous un mail. Merci Petra. Il y a pas mal d'expérience en effet, mais c'est un niveau différent d'après le pays. Le mot contribution veut également dire quelque chose de différent dans chaque pays. On peut parler de contribution financière, mais c'est un seul aspect des contributions possibles du côté secteur privé. Souvent, c'est le savoir-faire technique et la capacité d'innovation qu'on voit émerger souvent côté secteur privé dans les pays. Donc, leur contribution à la conception, faire les choses différemment, accélérer les résultats. C'est là la contribution du secteur privé, souvent. Lorsque le Nigeria a mis au point son dossier d'investissement, ils ont organisé un concours pour obtenir des idées secteur privé. Et 3 prix ont été décernés car il s'agissait de présenter des possibilités d'innovation. C'est un exemple. Il y a des façons moins structurées qui permettent d'accueillir des innovations qui répondent à des défis précis et qui ont été mis au point par le secteur privé. Souvent, les gouvernements et d'autres parties prenantes des pays nous demandent d'obtenir un appui secteur privé. On a constaté que dans bien des cas, il n'y a pas eu de véritable évaluation du secteur privé et des besoins auxquels il pourrait répondre. Donc, c'est la première chose à faire. Voir les défis, voir
ce que le secteur privé pourrait offrir, taille de marché, etc., etc. Et pas mal de pays font déjà cela. Parfois, c'est une chose à laquelle ils n'avaient pas pensé. Mais tout cela est bien davantage a été fait, a été accompli. Et c'est donc une opportunité de montrer comment plusieurs partenaires contribuent au processus. Un exemple me vient à l'esprit, le Pakistan. L'USAID a offert un appui à ce genre de travail pour voir les façons dont le secteur privé pourrait s'impliquer dans le domaine de la santé de façon efficace. On a nos premières étapes car le Pakistan vient à peine de rejoindre le GFF. Mais ce sera utile de voir ce qu'ils feront pour voir si on peut élargir cela à d'autres pays. Si on pense à l'impact au niveau de la couverture, la façon dont le secteur privé est engagé, eh bien, c'est au niveau de la prestation de services. Pas mal de pays, un pourcentage important des installations sanitaires ne dépendent pas du gouvernement. Et il y a très souvent des contrats avec des installations qui relèvent du secteur privé. N'oublions pas que ça existe. Et cela a un impact sur les résultats. Par exemple, le Nigeria, Pakistan, en matière de nutrition, il y a eu des contrats avec des acteurs non États provenant du secteur privé pour mener à bien des projets. Autre exemple, un autre type d'exemple, l'RDC, lorsqu'il faisait l'évaluation du secteur privé, ce n'est pas le seul exemple de pays. Il souhaitait voir comment il pourrait influer sur le marché pour dégager des opportunités offertes au secteur privé. Ça s'applique particulièrement dans les États fragiles, où il n'existe pas un marché important, où l'on peut utiliser peut-être des financements sous forme de dons pour réduire le risque que devrait courir un bailleur au secteur privé qui investira en technologie, en équipement, etc., qui font déjà partie du marché dans d'autres pays, mais dans certains pays, ce n'est pas encore le cas. Je crois aussi qu'il y a un gros potentiel qu'on n'a pas encore exploité, ce sont les envois de fonds envoyés par les émigrés vers leur pays d'origine. Et ça dépasse tout le financement dont on a déjà parlé. Et il y a des technologies qui existent de plus en plus, par exemple des applications qui permettraient de renforcer le système. Pas mal d'envois de fonds sont envoyés aux familles pour leur permettre d'obtenir un service de santé. Et on pourrait peut-être faire passer un pourcentage de ces envois de fonds pour renforcer le système, qui à son tour alors offre les services. Merci Luc. On a posé des questions aussi à propos de la collecte de données, de la fiche de pointage. La République centrafricaine nous demande si on pouvait donner davantage de détails sur ces fiches et comment les mettre au point au niveau central et au niveau des communautés. La Côte d'Ivoire demande également s'il existe une assistante technique qui aide la collecte de données au niveau communautaire et si les pays qui ont bénéficié de ce genre d'assistance technique pouvaient partager avec nous leur expérience. On commencerait peut-être par la Tanzanie, niveau communauté, et ensuite, Luc, vous pourriez compléter peut-être. Ou le docteur Martina B, peut-être, pourrait partager leur expérience. Dans pas mal de pays. Ces fiches de pointage, ces fiches de notes, comme on l'a vu pour le Nigeria, sont liées au DTS2. Donc les données ont déjà été collectées, mais à un niveau différent. Maintenant, je parle particulièrement de la Tanzanie, où il y avait des paiements au titre de la performance des résultats liés à divers résultats
à l'échelle du pays. Donc au niveau des gouvernements locaux, eh bien, ce gouvernement local est payé en partie sur la base de la performance. Le DS2, qui est noté dans la fiche, est utilisé pour déterminer le paiement. Les gouvernements locaux, bon, ce serait peut-être au niveau district ou de comté, utilisent ces données aux fins de planification, car elles souhaitent améliorer les résultats, puisqu'il y a une incitation liée aux résultats. Donc l'avantage de ces fiches de notes, fiches de pointage, est lié au DS2. Et d'ailleurs, au Nigeria, l'UNICEF a joué un rôle important dans ce domaine. Et cela aide véritablement à guider les divers acteurs. C'est très utile. Ce n'est pas compliqué d'ailleurs. C'est un système qu'on a mis au point en un an et fonctionnait sans problème au bout d'un an. Et nous allons voir aussi au niveau de la planification, on pouvait intégrer ces données. Je vois ici une autre question. Un des pays demande, le Burkina, qui demande comment intégrons-nous tout cela dans la planification aux divers niveaux du système de santé? Comment incluez-vous les priorités du dossier d'investissement? En Tanzanie, au niveau de la planification, ils ont examiné les données. Et ils ont examiné le résultat, la performance, pour mettre au point la fiche de notes. Donc, il faut faire le lien entre ces éléments et les résultats que l'on constate. Pour ce qui est du plan de mise en œuvre, et on pourra en parler davantage dans une seconde, le plan de mise en œuvre est crucial. Mais c'est la phase de planification. Il faut ensuite l'adapter, le modifier constamment. En Tanzanie, ils l'ont fait en reliant les données et la planification ensemble afin de pouvoir juger constamment s'ils étaient sur la bonne voie. Au niveau décentralisé, au niveau communautaire, dans la plupart des cas, lorsqu'on parle de ce genre de collecte de données, eh bien, ce sont les bénévoles de santé au niveau communautaire ou le responsable de santé communautaire qui offrent ces données, qui donnent ces données, qui sont la source de données. Il y a plusieurs agences d'assistants techniques qui offrent un appui au processus de collecte de données par le biais de ces travailleurs communautaires. Il y a notamment des types de collecte de données mobiles au niveau communautaire qui facilitent la tâche. Docteur Mathilabé, est-ce que vous pourriez parler de ces fiches de pointage score 15 au Cameroun? Ça pourrait être intéressant. Merci bien pour l'opportunité. Je dois dire que nous n'avons pas encore vraiment commencé à implémenter en tant que tel les fiches de pointage ou bien les scorecards du Cameroun. Mais on va le commencer, on va le démarrer incessamment. Je vais prendre un exemple. Pour ce qui est par exemple, d'indicateurs sur le nombre, la proportion des accouchements assistés, des accouchements qui se font dans les formations sanitaires, nous avons déjà décidé que si, par exemple, on a déjà décidé sur une échelle on va appliquer toutes les formations sanitaires ou bien toutes les aires, disons tous les districts de santé, où on a moins de 50% d'accouchements qui se font dans les formations sanitaires vont être mis en rouge. Ceux qui auront des proportions ou bien des taux entre 50 et 80 seront mis en jaune, et au-delà de 80 seront mis en vert. Donc, je prends juste un exemple pour que vous voyez la décision vers où nous allons aller
On n'a pas encore vraiment des scorecards, des fiches de pointage qu'on peut partager, mais ça ne saurait tarder. Merci. Merci. C'est très utile de savoir, de voir quelle est votre réflexion. Et c'est quelque chose que pas mal de pays examinent. C'est un aspect tout à fait crucial. On a posé une question aussi de Madagascar, qui aimerait en savoir davantage quant à la façon dont les pays ont fait la priorisation. Peut-être que lui pourrait nous en parler. Merci Petra. Madagascar est en train de finir les préparatifs du dossier d'investissement, donc c'est une question importante pour ce pays, mais aussi pour tous ceux d'entre vous qui vont passer à la phase de mise en œuvre. C'est un document vivant et vous verrez qu'il faut souvent ajuster les priorités, souvent parce qu'on a tiré les enseignements de la phase de mise en œuvre ou bien parce que de nouvelles sources de financement apparaissent ou d'autres sources disparaissent. Donc, au moment de la mise en œuvre, il faudra souvent refocaliser les priorités. Les directives, les orientations que nous donnons maintenant dans les nouvelles directives de dossiers d'investissement voit le dossier d'investissement comme un ensemble, un montage de services qui ont été priorisés et un ensemble allant jusqu'à 5 réformes qui permettent d'améliorer la qualité de ce montage. Quand on pense de cette façon-là, d'une certaine façon, c'est plus facile de voir comment on établit les priorités. Il y a plusieurs outils qui existent, je suis sûr que vous les connaissez d'ailleurs, depuis eQuest, priorité de lutte contre les maladies, etc. Et d'après votre charge de maladie, etc., vous arriverez à un montage de priorités que vous serez à même de payer, de couvrir. Les pays ont presque toujours des intentions beaucoup plus ambitieuses que les possibilités. Alors, il faut voir les choses aussi sous l'angle de la réalité. Que pouvons-nous nous permettre de payer? Des questions tout à fait basiques mais importantes. Que pouvons-nous nous permettre de payer? Allons-nous faire des priorités plus pointues dans le montage, avoir une couverture plus large à l'échelle du pays, notamment une bonne focalisation géographique et sur l'équité, etc. Un des aspects de la priorisation est de savoir avec qui vous parlez. Allez-vous commencer avec ceux avec lesquels il est plus difficile de prendre contact ou non? Pas mal de pays utilisent leur dossier d'investissement. Ils commencent par ceux qui sont les plus difficiles à atteindre. Pour ce qui est du montage de services, eh bien, il y a plusieurs approches aussi. Un exemple, Nigeria, le fonds de services de base a adopté une perspective étroite du montage qu'ils offrent, des divers services qu'ils offrent. S'étale sur une longue période de temps, mais ils ont décidé que ce montage minimum était celui qui allait être élargi ensuite à l'échelle du pays, en plusieurs phases. Donc, il y a plusieurs façons d'envisager la priorisation. Le montage lui-même, ensuite les étapes d'élargissement, le ciblage des bénéficiaires et également une des réformes qui permettront d'étayer tout cela et comment prioriser ces réformes. Ensuite, il y a
un outil, un instrument que l'on peut utiliser, définir d'abord ce que l'on veut obtenir, ce que l'on veut lancer, et voir ensuite les étapes et les renforcements qu'il faut apporter. Donc c'est un dialogue qui existe, qui est une combinaison de facteurs. Souvent, il y a eu des dialogues depuis des années sur des questions telles que la chaîne de l'offre ou les ressources humaines en santé. Mais ce qu'il faut voir, ce sont les réformes essentielles, les priorités principales qu'on va suivre, disons, pendant les 5 prochaines années pour atteindre les objectifs prioritaires qui sont inclus dans le montage. D'autres pays ont choisi de renforcer les prestataires de services de première ligne, focalisant, dans certains pays où il y a un niveau raisonnable de couverture, mais les résultats ne sont pas à la hauteur, auquel cas le problème est un problème de qualité. Il faut, dans ce cas-là, penser aux ressources humaines, mais aussi à la chaîne de l'offre complète. Donc, il faut penser la théorie du changement très attentivement. Un aspect important lié à la deuxième partie, la priorisation des réformes, là, c'est l'économie politique qui intervient. En fin de parcours, il y a une méthode qu'on peut utiliser, mais ça revient finalement à dégager un consensus et au fait qu'il faut qu'il existe dans le pays une connaissance tacite de ce qui est possible de point de vue politique ou non, quelles sont les possibilités, les moments opportuns, etc. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci, Luc. Vous avez également parlé du plaidoyer pendant votre présentation. Et ça en fait partie parce qu'il faut tenir compte de l'économie politique pour être sûr que ces réformes aient lieu. Et là, la société civile a un rôle à jouer. Donc, quand on parle du plaidoyer, il faut en tenir compte. Oui, il y a un aspect que j'ai oublié de mentionner. C'est un défi que j'ai mentionné tout à l'heure, mais je vais répéter. Les pays ont beaucoup travaillé sur la priorisation des interventions, des réformes, etc. Et puis encore, et même si cet ordre priorité ont été bien établis, il est difficile d'établir l'ordre de priorité parmi les indicateurs des résultats. Et si vous avez 100 indicateurs, rien ne va être mesuré. Donc, il faut établir un ordre de priorité, être sûr que ce soit un sous-ensemble de ce que vous allez faire. Mais si vous pouvez en parler de cette série d'indicateurs régulièrement, vous faites des projets. Et quand vous expliquez le processus de priorisation, vous avez en fait répondu à la question du Myanmar, à savoir si le dossier d'investissement devrait se faire sur une grande échelle ou entrer dans les détails. Eh bien, cela dépend des pays. Nous allons, il y a des questions auxquelles nous allons répondre pendant les webinaires suivants, mais j'ai une question à propos du plan de mise en œuvre. Il faut réfléchir pour voir quels sont les processus nécessaires pour lancer le plan de mise en œuvre. Comment faire cette planification? Est-ce que vous pourriez nous parler de ces plans de mise en œuvre? Comment les divers plans sont réunis en un seul plan? Ce qui existe, ce qui n'existe pas? Oui. Comme tout ce qui est lié à ce processus, je tiens à souligner tout à fait qu'il ne s'agit pas de préparer un document simplement parce que cela est indiqué dans les orientations de mise en œuvre du GFF, qu'il faut préparer un document. Donc je veux souligner cela. Il s'agit de renforcer en général la capacité des pays de prioriser leurs actions et de suivre ces actions pour voir comment se fait la mise en œuvre. Donc, il faut bâtir à partir de ce qui existe déjà. Et donc, il y a déjà des plans de mise en œuvre. La réalité est qu'il y a souvent divers projets qui aident le gouvernement à réaliser sa stratégie nationale de santé, mais il n'y a pas toujours de lien entre les divers plans de mise en œuvre et il n'y a pas toujours de lien avec la cartographie des ressources.
Donc, si vous faites, donc il s'agit de faire une planification collective et voir quels sont les efforts à réaliser. Mais nous savons que la mise en œuvre ne se déroule pas toujours comme prévu, donc il faut établir les liens entre les divers plans, en commençant bien entendu par le plan du gouvernement, et souvent ce qui inclut d'autres sources de financement. Par exemple, le financement de la Banque mondiale est toujours inclus dans le budget, mais il y a d'autres sources quelquefois. Et puis, il y a le financement hors budget. Et bien souvent, ce sont des projets ou des initiatives d'assistance technique qui agissent, mais sans qu'il y ait des liens entre les diverses initiatives. Donc, il faut essayer de réunir de façon raisonnable. Et moi, mon conseil au pays, c'est ça peut être pratique, plus pratique de séparer les divers projets. Mais après de les relier, c'est presque un pulse, mais c'est très important. Merci, Luc. Nous sommes arrivés à la fin de cette séance. Il y a des questions à propos de l'assistance technique et du financement basé sur les résultats. Et nous pourrions y revenir lors de webinaires à l'avenir. Je vous montre ici quels vont être les webinaires suivants. Donc, le mois suivant, nous allons parler du suivi des ressources et des résultats. Nous en avons un peu parlé aujourd'hui, comment les pays font ce suivi des ressources et des résultats. Et puis, le 29 avril, l'on va parler du suivi et de la mise en œuvre coordonnée. Cela est lié à l'assistance technique et aux plateformes. Et puis le 11 juin, on va parler du financement basé sur les résultats. Et ensuite, nous aurons une séance sur le plaidoyer. Donc, je vais demander aux officiers de liaison, si vous avez de bons exemples sur ces sujets, vous pourriez me les envoyer par mail et dire voilà, je voudrais parler de cette expérience, ou si vous avez des questions précises, envoyez-les-moi pour être sûr que ces webinaires soient aussi pertinents pour vos préoccupations que possible. Et cela vous permettra de partager votre expérience et vos questions. J'ai été très heureuse de vous revoir, de voir tant de pays connectés dans l'ensemble du monde et nos amis du GFF partis dans le monde. Je vous remercie sincèrement de cette discussion. J'ai été contente de voir que la Côte d'Ivoire mentionnait le fait qu'elle se trouvait au début de la phase de mise en œuvre et que ce webinaire était tout à fait pertinent, y compris les orientations. J'espère que c'est vrai pour les autres pays également. Souvenez-vous qu'il s'agit de conseils et que c'est pour vous aider dans la mesure du possible, faire votre travail pour votre pays. Merci et nous allons vous revoir le mois